chers amis, aujourd'hui on va parler de Charles Fourier. Il est né en 1772, il est mort en 1837. Il est une énigme pour celui qui voudrait faire seulement de la science. Et c'est vrai qu'il est très facile de déconsidérer Fourier, soit pour ses obsessions de la classification, soit pour ses prophéties. Sur ces dernières, qu'il suffise de souligner pour se détendre les passages dans lesquels, ayant imaginé une société parfaite, c'est-à-dire des phalanges de 1620 personnes, dont 810 de caractères différents, les individus, stricto sensu, sont au paradis terrestre. Il nous explique aussi que les pôles vont se réchauffer, les écologistes seront contents. Il y aura, je cite, des anti-lions, des anti-requins, et l'anticipation du transhumanisme de la Silicon Valley, puisque les individus vivront 144 ans, ni 143 ni 145. Qui ne connaît aussi son passage sur le fait qu'il est bien gênant que dans la marine à voile, on soit dépendant des vents. Il propose alors que désormais les bateaux soient tirés par des baleines, lesquelles en outre peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Quant à sa classification des passions, elle est tout aussi ubuesque. 3 passions nous animent. Par la composite, nous souhaitons nous associer, mais par la kabbaliste, nous inclinons à la dispute, sans compter que la papillonne est la passion qui nous fait sans cesse changer. De ces 3 passions se déduisent 12 passions secondes, vous suivez toujours? De ces dernières, 144 passions mineures. Bref, le projet se dessine: comment organiser un ordre social capable d'harmoniser les passions. On saura gré à Fourier, et le propos est très sérieux, d'éclipser largement Coluche et les Bronzés, en nous proposant son célèbre tableau des cocus, classé en dizaines de catégories, et qui est un morceau d'anthologie comique presque inégalé à ce jour. Et pourtant, quand on voit les disciples qu'a pu avoir Fourier, quand on constate qu'à la fin des années 60, sa résurgence a été très forte, quand on sait qu'aujourd'hui encore, les travaux sur sa pensée s'accumulent, quand on voit le succès extraordinaire du familistère de Guise en Picardie, on ne peut pas passer par pertes et profits cet auteur, même si la plupart de ses disciples qui ont voulu fonder des phalanstères ont échoué de façon spectaculaire. Ainsi par exemple du célèbre Victor Considérant, 1805-1893, polytechnicien, créateur du mensuel Le Phalanstère, puis du journal La Phalange. Victor Considérant va perdre toute sa fortune en s'obstinant à expérimenter jusqu'au moindre détail les propositions de Fourier. Autrement dit, quand Célestin Rouglé écrit de Fourier, c'est le pape des fous. Ou quand Daniel Villers, dans sa petite histoire des grandes doctrines économiques, écrit non sans vérité, mais avec sévérité à propos de Fourier. Je cite Villers: quand on n'a pas eu de professeur, on a vite fait de se trouver des maîtres. Tout ce qui pour lui est découverte, il l'annonce au monde, écrit Villers, comme nouveau, et se fait à soi-même ses points de repère, et facilement il les choisit dans sa propre expérience. Et Villers de conclure: ces savants professionnels qu'il jalouse, notre savant amateur les confondra. Et c'est vrai que la vie de Fourier est une succession de malheurs de toutes sortes. Il pense avoir découvert la pierre philosophale dans une expérience de jeunesse. Il épume une pomme vendue 12 sous dans le restaurant qu'il fréquente. Mais il constate que sur le port, on la vend à moins d'1 sou. Ça y est, Eureka, il a tout compris. Le commerce et le profit sont du vol. C'est qu'il se souvient de son enfance. Mais de nouveau encore, alors que toutes les expériences de vie en commun sous le nom de phalanstère ont échoué, pourquoi Fourier figure-t-il encore dans nos manuels? Pourquoi l'université enfante encore des thèses sur lui? La réponse, elle vaut pour pratiquement tout sauf Saint-Simon, tous les auteurs socialistes de la deuxième partie du XIXe, mais peut-être aussi pour les socialistes d'aujourd'hui. C'est toute la question, et c'est très important, du statut du socialisme, sur lequel je vous invite à réfléchir. La première attitude, c'est de dire il y a 2 grandes familles, les libéraux et les socialistes, et de peser, comparer, sous-peser les mérites et faiblesses des deux ensemble. Cette vue est radicalement fausse. Nous espérons que ce n'est pas une opinion, mais que cela peut se démontrer. Le libéralisme fait appel à chaque instant à l'exercice de la raison pour savoir pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, à partir du décryptage de la logique des comportements humains individuels. Le socialisme, lui, est un cri de douleur. Il est infiniment respectable.
Il est le résultat de la pression des émotions. Un exemple devrait suffire à vous convaincre. Ce n'est pas un hasard si le socialisme est né au milieu des révolutions industrielles. Admettons pour le raisonnement que la misère du 19e soit le fruit des révolutions industrielles. Devant ces misères, l'alcoolisme, les taudis, la prostitution, le socialiste s'indigne et ne pense qu'à une chose, comment secourir les misères humaines. Devant le même phénomène, au milieu du 19e siècle, les économistes libéraux s'interrogeaient sur le point suivant: quelles solutions et quelles institutions afin de faire disparaître et éradiquer la misère? C'est une banalité chez beaucoup d'auteurs de constater cependant avec justesse que le socialisme s'est voulu un authentique substitut à la religion. En attestent les titres de nombreux ouvrages, à commencer par exemple par le Nouveau Christianisme, ou encore lorsque les deux pères suprêmes, Bazard et Enfantin, sont vécus en ecclésiastique, et lorsqu'Enfantin donne ses fêtes publiques, sorte de messe, dans le but de découvrir le Messie femelle pour compléter le Messie mâle qu'il était, selon lui. C'est une première clé pour comprendre l'influence de Fourier. Il reste en quelques mots à se demander pourquoi les phalanstères ont échoué. Mais peut-être encore plus intéressant, pourquoi les communautés de hippies dans les années 60 aux États-Unis ont connu assez vite une dissolution. De nouveau, nous allons tomber sur une erreur anthropologique. Dans le familistère, il faut tout partager. Le premier enthousiasme passé, les tendances les plus profondes des êtres humains, c'est-à-dire des réflexes génétiques, sont vite réapparus. D'abord entre ceux qui travaillaient et ceux qui travaillaient moins. Voilà que les premiers osaient réclamer plus. Mais encore, lorsqu'il s'est agi en matière de plaisir charnel de tout partager, assez vite, un certain nombre de phalanstériens ont trouvé que l'idée n'était pas si bonne qu'il y paraît. La conclusion est capitale. Chaque fois qu'on méconnaît les fondements de la nature humaine, l'échec est au bout. La preuve, par la Révolution française, par le communisme, par le fascisme, par le national-socialisme.